Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis extrêmement content déjà parce qu'on commence une nouvelle année et on va faire cette vidéo que je fais habituellement chaque année sur mes prédictions immobilières et économiques pour l'année à venir. C'est une vidéo importante, elle va vous permettre de commencer la vidéo avec de bonnes bases. C'est une vidéo extrêmement préparée, voilà. C'est pas une vidéo que je tourne à l'arrache, je l'ai longuement préparée. Vous allez voir, on a un sommaire qui est très long, qui est très dense. Donc, vous allez vraiment avoir l'équivalent d'une sorte de formation en immobilier pour pouvoir investir correctement dans cette année qui s'annonce très particulière. On va en parler. Et la deuxième chose qui fait que je suis très content aussi, c'est que j'ai réouvert les portes de Jiri, devenir investisseur et rentier immobilier. C'est ma formation phare avec plus de 250 vidéos, 50 modules de formation, un accompagnement mensuel en coaching, un accompagnement en mentoring. Et dans cette formation qui est extrêmement complète, vous voyez tout ce qu'il faut savoir en immobilier. On parle de la fiscalité, de comment acheter correctement, de comment négocier, de comment vendre, tous les modes d'exploitation, les SCI, les holdings. C'est vraiment une formation qui est complète et que j'ai créée maintenant en plus de 5 années en l'améliorant d'année en année. Elle est disponible maintenant pour quelques jours, vous regardez en description, mais il n'y a pas que ça. On a aussi un pack de formation gratuit. Je viens de libérer aujourd'hui la suite de mon pack de formation gratuit. Donc, vous allez venir avec moi dans mes biens immobiliers. Vous allez découvrir énormément de choses en immobilier. Et rien que cette formation gratuite, elle va vous permettre d'en savoir plus que 99% des gens en immobilier. Donc ça, vous devez en profiter. Vous regardez en description. Mais avant tout, regardez cette vidéo. Elle est juste dingue. On va avoir plusieurs items à traiter. Premier item, la situation économique globale pour 2023. On va parler d'inflation, on va parler de prix de l'énergie, des diagnostics immobiliers qui vont poser éventuellement des problèmes. On va parler aussi de la future introduction de l'euro numérique, crypto euro, qui va sûrement arriver, un de ces quatre, pas en 2023, ça c'est sûr, mais il faut commencer à y penser maintenant et il y a un lien avec l'immobilier que vous imaginez pas forcément. On va parler du cours de l'euro, comment l'euro va sûrement redevenir fort cette année et c'est important pour nous, de l'explosion des prix des travaux aussi. Donc ça, c'est pour ce qui est de la situation économique globale. On va faire un point sur les financements bancaires en 2023 avec la raréfaction des crédits. Jusqu'à une certaine date, je vais vous la donner. Les scénarios probables, je vais vous dire aussi moi ce que je ferais si j'étais les banques. Donc, je vais mettre la place de eux et ça va nous permettre, ça va nous permettre d'anticiper ce qui va se passer. C'est extrêmement important. Je le répète, je parle de prédiction, voilà, et on m'a des fois bâché un petit peu sur ces vidéos en disant « Romain, t'as pas de boule de cristal et compagnie, tout ça. » Mais il faut comprendre que si on veut réussir en immobilier d'une manière générale, c'est important de faire des scénarios. Voilà, scénarios probables. Qu'est-ce qu'il pourrait arriver de manière à créer en fait un plan. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. On va voir aussi jusqu'à combien les taux pourraient aller, à quel taux ça va se stabiliser. A priori, la stabilisation, elle est pour 2023. Donc, on va voir jusqu'où ça peut aller. Et ça va vous aider à vous projeter, à faire des choix. Est-ce que j'achète maintenant? Est-ce que je n'achète pas? Ainsi de suite. Pas mal de choses à voir. On va voir l'impact de cette stabilisation des taux avec des crédits qui vont repartir. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais la production de crédit, elle ne va pas repartir pour tous malheureusement et vous devez faire partie de ces gens-là. Ensuite, on passera sur les prix de l'immobilier en 2023. Pourquoi ça baisse? Pourquoi ça monte dans certains endroits? Qu'est-ce qui soutient le marché? On va parler aussi du fait que je pense qu'on a un trou d'air plus qu'une baisse structurelle. C'est important de le comprendre. On va parler du fait de l'importance de cette baisse de prix qui pourrait vous aider à acquérir un meilleur marché. Est-ce que vous devez acheter ou pas en 2023? Je vais vous donner un peu les conditions qu'il faut remplir. On va parler des biens immobiliers craqués. Ce sont ces biens immobiliers qui vont voir leur prix baisser en 2023 et je vais vous donner mes recommandations. Ensuite, on passera sur les modes d'exploitation en 2023. Les réglementations sont de plus en plus grandes. On va parler de ce sujet qui est important. On va parler de l'encadrement des loyers aussi. Et on va faire un focus sur 3 modes d'exploitation en particulier. Donc la location de courte durée qui risque malheureusement de souffrir, je vais vous expliquer pourquoi. Les colocations qui sont arrivées à une certaine maturité, vous devez comprendre ce point de maturité pour pouvoir faire les choses correctement. Et l'achat-revente
qui permet effectivement de s'enrichir rapidement quand on le fait bien, mais vous devez faire attention dans un marché qui pourrait se retourner. Donc on va parler de ça. 3 points précis, voilà. Après, si vous avez des questions sur d'autres modes d'exploitation, ben, vous pouvez mettre ça en commentaire, il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai dit, regardez en description, vous avez l'accès à Jiri, ça c'est ma formation complète, mais vous avez aussi un pack de formation gratuit. Et dans ce pack, on parle notamment de l'achat-revente, mais aussi de tous les modes d'exploitation. Et puis, on va aller sur la fiscalité pour finir, avec un probable passage de l'impôt sur les sociétés, donc de 15 à 25% sur les sociétés à prépondérance immobilière. Je vais vous en parler. Alors, ce passage-là, on va avoir la réponse définitive autour du 1er janvier. Cette vidéo, elle sort le 2 janvier, donc je n'ai pas encore la réponse définitive. Est-ce que l'IS à 15% a sauté ou pas? On verra, on aura les réponses, mais je vais vous dire quoi faire en fonction de ce qui se passe. Voilà. Aussi, on va parler des holdings, un système holding complet. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Si vous êtes quelqu'un qui a des ambitions en immobilier, vous allez devoir y passer à un moment ou un autre. Si vous voulez pas payer la CSG-CRDS, si vous voulez avoir une imposition plus faible, ainsi de suite. Et on va comparer un peu ça au LMNP parce qu'il y a des changements en 2023. Donc vous avez vu, c'est un énorme programme que j'ai fait avec plaisir. J'adore moi ces projections en fait dans le futur, se donner des pistes de réflexion pour pouvoir travailler correctement. Donc on démarre tout de suite avec la situation économique globale pour 2023. Bon, si vous regardez un peu les médias, même YouTube et tout, on vous parle de carnage économique, de crise, voilà, de très mauvaises nouvelles. Et beaucoup de personnes sont en train de capituler. Elles se disent, bon, je vais rien faire, je ne vais rien faire, je ne vais pas investir en immobilier, j'attends que l'orage passe. Ça, c'est pas la bonne attitude parce que vous attendez que l'orage passe, effectivement, mais vous allez aussi louper beaucoup d'opportunités. Voilà. Cette partie-là sur le contexte économique global, je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas vouloir la regarder par flemme et je vous déconseille de la louper parce que vous n'allez pas pouvoir prendre de bonnes décisions en immobilier sans comprendre le contexte économique global. Voilà, c'est extrêmement important. Par exemple, l'année dernière, dans cette vidéo de prédiction, on avait parlé de cette inflation énorme qui arrive. Et les personnes qui avaient déjà cette information en tête ont pu prendre des décisions, par exemple accélérer les travaux qu'elles devaient faire parce que le coût des travaux est très plus important et aussi emprunter plus parce qu'elles savaient que il y allait avoir de l'inflation, donc des taux qui augmentent. Et donc ces personnes qui ont pu voir cette vidéo à ce moment-là, qui ont pris le temps de comprendre le contexte économique global, elles avaient plus d'armes que les personnes qui n'ont pas pris ce temps-là. Et c'est une nécessité. Donc on va commencer par l'inflation. Bon, c'est un secret pour personne. Aujourd'hui, tout augmente. Voilà, c'est-à-dire qu'on a de l'inflation un peu sur tout, sur les prix de l'énergie, sur les biens à la consommation, voilà, ainsi de suite. Tout est en train d'augmenter, les salaires et ainsi de suite. Bon, a priori, d'après le consensus, il semblerait que l'inflation va continuer à être haute jusqu'à la moitié de l'année 2023 pour ensuite se stabiliser autour de 4, 5%, peut-être 4, peut-être 5, on verra bien. Ce qui est quand même beaucoup. Quand on entend ça, on se dit c'est qu'une mauvaise nouvelle en fait. Parce que tout va augmenter et peut-être dans certains endroits, les prix de l'immobilier vont stagner ou baisser. Donc tout augmente sauf l'immobilier, c'est ce qu'on se dit. Alors il faut bien comprendre que en fait, une inflation des prix pour nous, c'est une chance. Parce que nous sommes endettés à taux fixe en immobilier. Quand vous prenez un crédit, vous avez un taux fixe, donc vous avez une mensualité fixe. Et comme tout augmente autour, c'est-à-dire que les prix augmentent, les salaires augmentent, et après un certain temps où on risque d'avoir une baisse de l'immobilier ou un trou d'air, je vous en parlerai, les prix de l'immobilier augmenteront à un moment ou à un autre. Vous, votre mensualité, elle sera restée fixe. Et donc le poids de votre mensualité sera plus faible. Donc le contexte de l'inflation, même s'il est beaucoup plus incertain, on n'a pas l'habitude. Grosso modo, si vous avez au moins 50 ans, je dirais, l'inflation, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Grosso modo, moi, j'ai 36 ans. Depuis que je suis adulte, il n'y a pas d'inflation. Voilà, ou peu. Alors quand j'avais 18, 20 ans, oui, il y avait une inflation. On avait même des taux de livret A qui sont allés jusqu'à 4% et tout ça. Mais voilà, je n'ai pas connu tout ça. Donc on n'est pas armé. Toute personne de moins de 40 ans, grosso modo, n'est pas très armée pour comprendre l'inflation.
Donc, retenez que votre mensualité va rester fixe, les prix vont monter, donc c'est très intéressant pour les personnes qui s'endettent. Donc, vous allez devoir vous endetter, même si les taux vont être élevés pendant un certain temps et pendant un moment, vous allez avoir l'impression de vous faire arnaquer entre guillemets, parce que au lieu d'avoir un petit crédit à 1%, comme c'était le cas il y a quelques temps, vous allez avoir là un crédit à 3%, voire plus. Et du coup, vous allez avoir l'impression que vous payez beaucoup plus cher. Mais en fait, tous les prix vont augmenter autour et votre mensualité ne bougera pas. Et puis, vous pourrez sûrement faire racheter votre crédit si les taux doivent baisser plus tard. On va en parler dans une section dédiée. Donc, inflation, c'est plutôt une chance contrairement à ce qu'on peut croire. Les prix de l'énergie. Ça aussi, c'est très particulier, ça nous pose des problèmes, notamment quand on fait des love rooms parce que ça consomme beaucoup d'électricité, les jacuzzi et compagnie, tout ça. Quand on fait de la location de courte durée aussi, ça nous pose des problèmes. Quand on a aussi des chaudières collectives, qu'il y a du gaz et tout ça, ben, c'est très problématique. Donc, c'est bien de pouvoir anticiper qu'est-ce qui devrait se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer. Voilà. Bon, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a une hausse au niveau du gaz, de l'électricité, du pétrole. Pourquoi le gaz est cher? Ça, on le sait, c'est lié aux tensions guerrières actuellement en Europe. Je ne vais pas prononcer certains mots qui ne sont pas très bons sur YouTube pour le référencement, mais voilà, il y a des gens qui ont arrêté de nous fournir du gaz. Du coup, il y a un gros manque sur le marché européen et du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent toujours autant de gaz qu'avant, il n'y en a pas autant, donc le prix monte. Et vu qu'on est dans un marché européen où les prix de l'électricité sont alignés sur le prix du gaz, les prix de l'électricité explosent. En plus de ça, en France actuellement, de toute façon, on a la moitié des centrales nucléaires qui sont fermées pour maintenance, pour de la corrosion sur des tuyaux. Alors ça, d'ailleurs, ça c'est rigolo, c'est des tuyaux qui font 3 cm d'épaisseur, en métal, hein, bien sûr. Et il y a des corrosions, c'est 1 mm, mais tout est fermé. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein, c'est que ça doit poser des problèmes. Bon, ok, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a cet alignement entre le prix de l'électricité et le prix du gaz. Donc, quand est-ce que le prix de l'électricité et le prix de l'énergie de manière générale va baisser? Grosso modo, c'est quand on réussira à se fournir un peu plus en gaz ou si on décide à l'échelle européenne de désindexer le prix de l'électricité et du gaz, ce qui n'est pas vraiment normal, entre guillemets, mais ça, c'est un petit combat entre la France et l'Allemagne. Voilà. Donc, dès l'instant que les tensions se calmeront, sinon s'il y a une volonté politique de désindexer, on va pouvoir avoir une électricité qui baisse. Voilà. Bon, moi ce que je pourrais vous conseiller déjà, c'est de bannir tout ce qui est à gaz et compagnie, énergie fossile et tout dans vos investissements. Ça y est, c'est plus l'air du temps, ça sert à rien. Moi ça fait maintenant peut-être 10 ans de toute façon que tout ce qui est gaz et compagnie, je faisais déjà sauter tout ça et je vous conseillerais de le faire. Mais vous devez faire attention quand même, notamment si vous voulez faire de la location de courte durée, si vous voulez faire des love rooms, ainsi de suite, au prix de l'énergie qui pourrait être très important. Et ça, je vous avoue que moi-même, j'ai du mal à prendre certaines décisions par rapport à des investissements en love room parce que je me dis mais jusqu'où ça pourrait aller et quelles pourraient être les répercussions dans l'année à venir. Bon, la répercussion, vous allez répercuter cette hausse sur le prix facturé au client, ok? Donc ça c'est bien. Vous n'allez peut-être pas tout répercuter malheureusement, mais si vous êtes en love room ou en location de courte durée, normalement vous devriez pouvoir répercuter tout ça. Donc voilà, fin du conflit, augmentation de la production électrique, des alignements avec le prix du gaz, électricité, gaz, et on aura peut-être une baisse des prix de l'énergie. Je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu. Il y a des discussions actuellement sur ça. Peut-être qu'on va désindexer. On va voir. Dans le meilleur des cas, d'ici premier trimestre, deuxième trimestre 2023, on pourrait avoir une baisse. Sinon, ça devrait être dans le courant de la fin de l'année. On va voir. Mais les énergies fossiles, de toute façon, seront de plus en plus chères. On continue là, toujours sur tout ce qui est global en économie et aussi en immobilier, des diagnostics immobiliers, et en l'occurrence le DPE. Voilà, le DPE va prendre une place prépondérante en immobilier pour négocier les prix, c'est-à-dire que si vous avez un bien immobilier en vue et que le diagnostic performance énergie est bas, mauvais, vous allez pouvoir le négocier et vous devez absolument appuyer là-dessus. Beaucoup de propriétaires sont en train de trembler parce qu'ils se disent « Oh là là, mon logement il est très mal noté, je ne vais pas pouvoir le louer ». Et vous avez vu, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ça où je vous disais de ne pas vous alarmer non plus. Hein.
Si vous êtes investisseur immobilier, vous allez rénover vos logements, vous allez faire ce qu'il faut. Mais vous pouvez profiter, entre guillemets, de la panique générale où certaines personnes ne veulent pas rénover ou ont peur et au lieu de ne pas pouvoir louer leur logement dans quelques années, ils essaient de les vendre maintenant parce qu'ils ne maîtrisent pas les rénovations et ainsi de suite. Donc ce DPE, il va prendre une place de plus en plus importante. Vous devez dès maintenant soigner la qualité de vos rénovations pour avoir un DPE qui est intéressant. Et grosso modo, qu'est-ce que vous devez faire? Le double vitrage, c'est un minimum, peut-être même du double vitrage. Une isolation intérieure, c'est-à-dire des placo avec de la laine de roche, ok. Et la pose de ce qu'on appelle des pompes à chaleur. En fait, c'est la climatisation réversible. Déjà, rien qu'en faisant ça, vous améliorez beaucoup vos logements. Et si vous évitez les derniers étages et les rez-de-chaussée, ça peut être pas mal du tout. Voilà. Bon, on n'est pas sur une vidéo spécifique par rapport à ça, mais je voulais vous parler de la prépondérance des diagnostics immobiliers qui vont être de plus en plus complets et qui vont venir vous encadrer et vous forcer à faire des choses. Donc, vous devez prendre ça en compte. Un point intéressant que je voulais aborder aussi, c'est la future introduction du ou de la crypto-euro. Ça va arriver. Pas en 2023 ni 2024, on ne sait pas en fait. Peut-être 5 ans, c'est un peu les horizons dont on parle actuellement. Ça va arriver. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que en général, quand on change la monnaie, on peut le voir depuis un certain temps, quand on passe de l'ancien franc au nouveau franc, quand on passe du franc à l'euro, ainsi de suite, et j'avais fait une vidéo sur ça d'ailleurs aussi, on s'aperçoit qu'on perd un peu de pouvoir d'achat au passage, toujours. Les prix augmentent quoi. Et je ne vois pas pourquoi l'euro numérique ferait exception à la règle. Donc quand on va passer de l'euro qu'on a actuellement à un crypto-euro, je pense que on risque tous de perdre très fortement en pouvoir d'achat. Vous savez, changer la monnaie, c'est le meilleur moyen un peu de rééquilibrer tout ça. Là, il y a eu de l'inflation, c'est très bien, mais changer la monnaie, c'est quand même pas mal du tout. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que vous avez deux manières, vous en avez plusieurs, mais nous on va en parler de deux, de stocker la richesse. Vous pouvez stocker votre richesse en euros par exemple, ok. Bon, alors vous pouvez utiliser d'autres monnaies, pourquoi pas, mais les autres monnaies aussi vont passer au numérique à un moment ou à un autre, ou vous avez la possibilité tout simplement de stocker votre richesse dans des biens immobiliers. Donc je vous conseillerais petit à petit de vraiment étudier l'opportunité d'avoir de plus en plus de biens immobiliers au fur et à mesure qui vont être payés cash ou en tout cas de l'argent qui est dans vos biens immobiliers. Parce que la valeur des biens immobiliers, après une période de flottement, le jour où on va passer de l'euro normal à l'euro numérique, il y aura une période de flottement un peu bizarre que personne ne peut prédire. Et puis quelques années après, peut-être 3, 4, 5 ans, hein, c'est des trucs long terme, mais je voulais vous parler un peu de ça. Les prix de l'immobilier vont se réadapter à cette nouvelle monnaie quand on saura ce qu'elle vaut en quelque sorte. Et donc la valeur de votre bien va bouger. Voilà. Et ça, je voulais vous en parler parce que moi, je commence vraiment à penser à ça là actuellement et à me dire petit à petit qu'il y a peut-être des biens immobiliers que je vais me mettre à acheter cash. D'ailleurs, peut-être même ici à l'île Maurice, parce que pour ceux qui ne savent pas, là depuis 3 ans maintenant, j'habite à l'île Maurice. Alors, je continue toujours à investir en France, en l'occurrence à Marseille, mais j'investis aussi ici à l'île Maurice. Et voilà, donc je voulais vous sensibiliser à ça. Si c'est une thématique qui vous intéresse, dites-le en commentaire, on en parlera à un moment ou à un autre. Autre point, avant d'aborder l'explosion du prix des travaux que vous devez absolument gérer, c'est le cours de l'euro qui en 2022 a beaucoup baissé. Vous l'avez vu, hein, le dollar est même devenu supérieur à l'euro pendant un certain temps. C'est-à-dire que pour 1 euro, tu n'avais même plus un dollar. Alors qu'en 2008, peut-être, il faudrait regarder la courbe, là je ne l'ai pas devant moi. Pour 1 euro, tu avais 1,50 dollars. Aujourd'hui, c'est plus que 1,06. Donc vous voyez que l'euro a beaucoup baissé. Pourquoi il a baissé d'ailleurs notamment? C'est parce que les taux du dollar américain ont augmenté beaucoup plus vite que les taux de l'euro. Donc la Fed a augmenté plus vite ses taux que la Banque Centrale Européenne. Du coup, il y a beaucoup d'argent qui a été placé en dollars. Il y a une très forte demande de dollars et beaucoup moins d'euros. On est en train de rattraper notre retard en Europe là, en augmentant les taux rapidement. Ce qui est intéressant pour nous, pour la valeur de notre euro, mais ce qui peut être problématique en matière d'investissement immobilier, on va en parler. C'est pour ça que je vous fais un long exposé là un petit peu sur le contexte global économique parce que l'immobilier à haut niveau, si vous voulez faire un carnage, si vous voulez acheter 1 ou 2 biens immobiliers, bon, vous allez rester sur les choses basiques, les financements, sur les modes d'exploitation, gérer vos travaux et tout. Mais si vous voulez faire un carnage, vous devrez comprendre des notions qui sont beaucoup plus larges, on va dire. Et du coup,
ben là, on a eu une baisse de l'euro. L'euro devrait a priori remonter parce que les taux augmentent et c'est plutôt bien. Donc moi, je pense que on est toujours dans une vidéo un peu où on prend des risques, hein, voilà. Mais attention, hein, évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Ce sont des anticipations en prenant en compte tous les éléments auxquels je peux accéder. Voilà. Ben, il semblerait que l'euro devrait remonter, sauf s'il y a une dégradation très forte du conflit avec l'Ukraine. On verra bien et jusqu'où on va aller, je ne sais pas, mais c'est important d'avoir un euro fort et on peut le souhaiter parce qu'on importe beaucoup de choses. Et tout ce qu'on importe, ben, ça nous coûte cher si notre euro est faible. Donc attention à ça. Et d'ailleurs, ben, on a eu une explosion du prix des travaux dernièrement. Vous avez vu, hein, si vous faites des rénovations, les prix ont augmenté. Si vous allez faire des rénovations en 2023, vous devez prendre en compte que les prix vont continuer a priori à augmenter. Alors je pense que le gros de la hausse est passé parce qu'il y a eu des hausses très élevées qui étaient dues à plusieurs choses. Dans un premier temps, avant la guerre en Ukraine, c'était la hausse du coût des matériaux qui bon, peut être stabilisé aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais il semblerait que oui, à peu près. Puis, on a eu aussi un manque de main-d'œuvre. Ça, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de sociétés de bâtiments qui ont fermé avec le Covid et tout. Il manque du monde, tout simplement. On ne trouve pas de monde. Donc, s'il manque du monde et qu'il y a beaucoup de travaux à réaliser, ben, les prix augmentent. Et aussi, on a un rattrapage. Beaucoup de travaux qui n'ont pas été effectués pendant le Covid ben, vont être faits maintenant. Donc, beaucoup de demandes pour fais les travaux chez moi, s'il te plaît. Et en face, moins de personnes pour faire les travaux. Donc, des prix qui augmentent. Et en plus de ça, il y a un autre phénomène plus global, plus structurel qu'on prend rarement en compte. C'est que le nombre de transactions en France depuis ces 10 dernières années, il a explosé. Grosso modo, on est passé de 600, 700 000 environ transactions en France par an à 1 200 000 dernièrement. Donc c'est énorme, énorme. Et ça, c'est dû au fait que les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté. Donc il y a beaucoup de gens qui ont vendu leurs biens immobiliers pour récupérer leur plus-value. Donc s'il y a plus de ventes, s'il y a plus de biens qui se retrouvent d'un coup être la propriété d'une nouvelle personne, et en général, qu'est-ce qu'on fait quand on achète un bien? On le rénove. Donc c'est important. Il faut comprendre que on risque encore d'avoir une augmentation du prix des travaux et de faire très attention au chiffrage et bien prendre en compte le fait que voilà, on vous donne un prix, il faut que ce soit celui-là et vous commencez très vite les travaux avant qu'on vous recalcule ce prix-là parce que des fois il y a des grosses différences. Donc faites très attention et choisissez un entrepreneur qui est compétitif. Bon, on a fini cette première partie et maintenant on va passer au financement bancaire. Là, je sais que ça vous intéresse. Bon, financement bancaire 2023, comment dire ça sans avoir un rire nerveux quoi. Retour à la case départ, situation de 2010. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On a eu un âge d'or en immobilier qui a été de 2015 à fin 2021, grosso modo extraordinaire. Taux faible, financement en veux-tu en voilà. C'était la fête au village. Bon, est-ce que la Banque Centrale Européenne a tout cassé? Oui, en augmentant les taux. Avait-elle le choix? Non. Inflation générale, il faut calmer un petit peu ce mouvement qui est complètement dingue. On fait augmenter les taux de l'argent de manière à ce qu'il y ait moins de demandes. Donc c'est comme ça et ça va durer un certain temps. Je vais vous dire jusqu'à quand on va faire le point. Donc petit état des lieux sur qu'est-ce que vous devez faire en 2023 par rapport à tout ce qui est financement bancaire. Alors déjà, le premier point, ça vous avez dû le voir, c'est qu'on assiste à une raréfaction des crédits. Les banques donnent moins de crédits qu'avant. Sur le deuxième semestre de 2022, apparemment c'est 35% de crédits en moins. Voilà, on verra. Parce qu'il y a toujours un très gros décalage en immobilier entre quand les choses se passent et le moment où on a les vrais chiffres. Donc les banques prêtent moins. Pourquoi elles prêtent moins? Parce que elles vous prêtent à taux fixe et elles se refinancent à taux variable. Et aujourd'hui, elles vont te prêter par exemple à 2,5, 2,80, presque 3%. Ok, mais si elles savent que d'ici l'année qui vient, dans l'année qui vient, elles vont avoir des taux à 4%, quand elles vont se refinancer, elles vont être perdantes. Donc elles serrent au maximum. Même certaines banques ne veulent pas prendre de nouveaux clients, en tout cas en les finançant. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles peuvent perdre en fait de l'argent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que
on aura une contraction des crédits disponibles jusqu'à que les taux soient stabilisés. Quand est-ce que les taux vont être stabilisés? Peut-être à la mi-2023 si la hausse des taux continue à être aussi rapide, et ce serait vraiment un bon scénario que ça se stabilise à mi-2023, même si on pourrait voir en mi-2023 des taux qui peuvent paraître complètement fous, qui s'approchent de 4%. Ce qui veut dire qu'il va avoir un impact sur votre cash flow, c'est-à-dire que vous devez investir différemment, que vous devez faire les choses différemment. C'est important. Si vous voulez être indépendant financièrement, si vous voulez faire de l'immobilier, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous n'allez pas vous arrêter pendant les 1, 2, 3, 4, 5 ans à venir parce que la situation est incertaine, parce que les taux sont plus élevés. Vous devez juste faire les choses différemment et faire le dos rond dans cette période où peut-être que vous aurez moins de cash flow, donc vous allez plus privilégier de l'achat-revente, vous allez privilégier d'autres choses. Voilà, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc vous ne devez pas vous laisser abattre par le fait que les taux vont monter, c'est comme ça. Et en plus, il y a le taux d'usure là qui fait mal à l'obtention de nouveaux crédits. Souvent, je disais que le taux d'usure, c'est un petit peu une feinte pour ne pas vous prêter de l'argent. Mais quand on a une augmentation très importante des taux, regardez, je vais vous montrer un petit schéma là. Regardez, le schéma que vous voyez à l'écran qui va s'afficher. Vous avez l'OAT 10 ans là. On le voit le 7 décembre 2022, il est à 2,24. Et le 13 décembre 2022, il est à 2,39. Vous avez vu la hausse en quelques jours. C'est complètement fou. Donc une banque, entre le 7 et le 13 du même mois, quoi. C'est-à-dire le temps que le gars il rédige des offres, même pas, le taux, il a augmenté de plus 0,15%. C'est complètement dingue. Donc vous comprenez que les banques, elles freinent un peu parce que la hausse, elle est tellement élevée. Voilà. Donc nous, si on va avoir cette hausse des taux, peut-être voilà, 4% mi-2023, peut-être qu'on va finir l'année vers les 4,5%. Après, il faut comprendre aussi que dans une situation de hausse des taux et de concurrence bancaire qui va être plus grande, qui va revenir, on a vraiment par contre là des écarts qui vont se créer. C'est-à-dire que vous allez entendre le même jour, et vous allez voir sur le réseau le même jour, un gars qui va vous dire « moi je me suis financé à 3,2% » et un mec qui va vous dire « moi j'ai eu du 4,3%. » Voilà. Parce que le gars à 3,2, il aura mieux préparé son dossier, il a un meilleur investissement, il peut avoir aussi une meilleure situation financière, bien sûr. Donc c'est un client que la banque veut récupérer, elle va faire un effort si elle peut, parce qu'elle va récupérer de l'argent ailleurs. Par contre, si tu es primo-investisseur, que les choses sont mal préparées, ainsi de suite, tu auras peut-être un taux plus élevé. Donc c'est pour ça qu'il faut d'autant plus mieux investir quand on est débutant, parce que le débutant, il paye plus. Voilà, en grosso modo, il est à risque entre guillemets pour une banque parce qu'il est moins bien installé financièrement parlant, du coup il est à risque. Je vais vous parler aussi du scénario probable de ce que je ferais moi si j'étais une banque entre guillemets et que j'avais toutes les informations un petit peu sur ce qui va se passer. Moi si j'étais une institution bancaire, je dis ça parce que ça pourrait se passer, hein, j'attendrai jusqu'à la hausse des taux au palier. Donc moi je pense qu'il va y avoir un palier. Alors je vous dis je pense et tout, je ne vous donne pas tous les éléments, mais il y a des enquêtes sur ça, il y a des sondages, il y a des prédictions, voilà, il y a beaucoup de sources qui permettent d'avoir ces informations-là et moi je me renseigne beaucoup là-dessus et je croise un petit peu tout ça. Donc j'attendrai que les taux, donc je prêterai le moins possible jusqu'à que les taux soient au niveau du palier. Donc à un moment où voilà, les taux vont rester stables pendant un certain temps. Peut-être 4% au milieu de l'année 2023. Après, pendant 1 an, 2 ans, quand les taux vont être à ce palier-là, je prêterai comme jamais. C'est-à-dire que je pense réellement que quand les taux seront au palier, les vannes vont s'ouvrir et on va vous prêter de l'argent. On va vous prêter de l'argent à 4%, à 4,5%. Beaucoup. On va en prêter énormément. Ça va soulager l'économie, tout ça. Ça va vous coûter cher, ça va rapporter beaucoup d'argent à la banque aussi. Mais ça va soulager l'économie d'une manière générale. Puis, au bout de quelques années, combien de temps, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, ces taux-là, ils vont être abaissés. Et j'abaisserai mes taux tout doucement. Alors, c'est la Banque Centrale Européenne qui baisse les taux, donc ce n'est pas une banque commerciale. J'abaisserai les taux tout doucement, de manière à ce que mes clients
ne puissent pas faire racheter leur crédit qu'ils viennent prendre à 4%, parce que ça baisse doucement, doucement, doucement. Et donc, je prendrai beaucoup d'intérêt sur ces nouveaux clients qui ont pris un taux à 4,5%. Et puis, on baisserait un petit peu, peut-être de 0,5% par an, ou voilà, un truc comme ça, sur les quelques années à venir, de manière à ce que le gars il continue à payer son crédit élevé et moi, en tant que banque, je me refinance moins cher et donc je fais une marge. Donc moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Donc des taux qui vont monter, qui vont descendre, mais pas tout de suite, peut-être au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, et descendre graduellement, tout doucement, de manière à ce que les banques reconstituent des marges. Et de toute façon, la Banque Centrale Européenne, elle doit faire attention à l'économie en général, mais elle doit faire attention au système bancaire. Donc, moi, je ne parie pas sur une baisse des taux rapide, pas du tout en fait. Voilà. Donc, à combien les taux vont se stabiliser? Vous pourrez prendre l'OAT 10 ans et rajouter 0,5, 1%. Donc, on verra bien où on en sera en milieu d'année 2023. Mais vous savez jusqu'où on va aller, voilà, en regardant en fait l'OAT 10 ans et vous rajoutez un petit 0,5, un petit 1%. Il faudra voir où est-ce qu'on se stabilise. Vous voyez, c'est comme en mathématiques, plus on monte en niveau, moins on utilise les chiffres en eux-mêmes. On a des formules en fait. Donc tu fais ta formule, tac, 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 et à la fin tu remplaces par tes chiffres. Voilà. Là c'est un petit peu pareil. Je peux vous dire jusqu'où les taux vont aller. C'est OAT plus 0,5 ou 1%. Mais je ne peux pas vous dire où est-ce que ça va s'arrêter précisément, même si j'anticipe un peu un 4, 4,5, un truc comme ça. Et ça va avoir un impact, impact positif dans un premier temps, crédits qui vont repartir, donc plus de quantité, voilà, mais peut-être des impacts négatifs avec des éventuelles baisses de prix encore, que ça c'est pas forcément sûr, mais une chose est sûre, c'est que la mensualité va être plus élevée et donc c'est le cash flow qu'il va falloir surveiller. Plus tard, on va en parler dans l'exploitation des biens immobiliers dans une partie dédiée. Allez, on va attaquer maintenant cette partie sur les prix de l'immobilier en 2023. En général, c'est la seule chose qui intéresse les gens, comme s'il n'y avait que les prix de l'immobilier. Vous n'êtes pas tout le temps en train d'acheter, vous n'êtes pas tout le temps en train de vendre. Il n'y a pas que les prix de l'immobilier. Il y a la qualité de votre exploitation, la fiscalité, vos travaux, ainsi de suite, beaucoup de choses. Donc les prix ont bien sûr un impact important. Mais il faut comprendre que plus vous gardez vos biens immobiliers longtemps, moins le prix a un impact déterminant. Si vous achetez votre bien aujourd'hui 100 000 euros et que le prix commence à baisser et au bout de 2 ans vous le vendez, vous perdez de l'argent, c'est sûr. Si vous achetez aujourd'hui votre bien 100 000 euros, que le prix baisse et puis qu'il bouge et qu'il monte et qu'il baisse et que vous le vendez dans 10 ans, a priori il sera plus élevé que le point de départ parce qu'en 10 ans en immobilier, on est à la hausse. En général, j'ai envie de dire, voilà. Mais depuis très très longtemps, ça se vérifie en immobilier. Donc, le prix, c'est extrêmement important, parce qu'on achète à l'instant T, mais il faut savoir le relativiser quand on va garder les biens immobiliers longtemps. Et c'est pour ça que moi, je conseille d'acheter tout le temps, quoi qu'il arrive, en essayant d'acheter le mieux possible en fonction de la période. Donc, d'abord, on va comprendre aussi pourquoi ça baisse, pourquoi ça monte, voilà, qu'est-ce qui fait les variations, parce que vous devez avoir cet outil en tant qu'investisseur immobilier. Donc, il y a des variations qui sont structurelles, qui vont être liées par exemple à la hausse des taux. Là aujourd'hui on parle de ça. Les taux de crédit immobilier augmentent et en général ça fait baisser les prix. Donc ça il faut l'avoir en tête. Pourquoi? Parce qu'en général ça induit une capacité d'emprunt plus faible chez les investisseurs. Donc le gars, si il avait par exemple la capacité de s'endetter, donc de prendre un crédit de 500 euros par mois, il avait 100 000 euros, ok. Mais avec des taux plus élevés, 500 euros de mensualité par mois, ça ne lui fait plus que 90 000 euros. Donc du coup, ça induit une capacité d'emprunt plus faible d'une manière générale et du coup des prix qui ont tendance à baisser. On a aussi les peurs et les anticipations qui font bouger les prix. C'est ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisatrices. C'est-à-dire que quand vous commencez à penser que ça peut baisser, ça se met à baisser. Pourquoi? Ce n'est pas de la magie. C'est juste que la plupart des gens commencent à prendre des décisions. Je pense que ça va baisser, donc je vais attendre avant d'acheter. Je pense que ça va baisser, je ne vais pas mettre mon bien immobilier à la vente, et ainsi de suite. Donc en fonction du consensus, ce que les gens vont anticiper, on va avoir des changements, des variations et des mouvements. Donc ça c'est extrêmement important. Autre point à retenir, je ne vais pas tous vous les dire, mais c'est pour vous donner des éléments.
qui sont liés à cette année 2023, c'est quand certains modes d'exploitation sont moins rentables. C'est-à-dire que vous, en tant qu'investisseur immobilier, vous dites je vais acheter ce bien-là parce que je vais le louer tant. Et donc, vous êtes prêt à payer tel prix parce que vous allez avoir tel rendement. Grosso modo, c'est comme ça qu'on décide. Si tu penses que les modes d'exploitation vont être moins performants, et on va en parler dans la suite de cette vidéo, avec les encadrements de loyer, avec des choses qui peuvent faire baisser malheureusement la performance des investissements, on se dit ouais mais attends, moi je le paye plus 100 000 euros ton bien, je suis désolé, il n'y a plus assez de rentabilité, il n'y a pas de cash flow là, c'est 80 000 euros que je mets sur la table. Et ça peut faire baisser les prix parce que le prix de l'immobilier, il est en grande partie lié à ce que le bien immobilier va pouvoir rendre, son rendement, qu'est-ce qu'il va générer. Voilà. Donc c'est vrai que dernièrement, on a vu une hausse des prix de l'immobilier très importante et une hausse des loyers qui était plus faible que ce qu'on croit en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de hausse en pourcentage des prix de l'immobilier que des loyers. Mais on a eu l'apparition de modes d'exploitation très particuliers comme la location de courte durée, comme la colocation qui a fait augmenter le rendement, les loyers qu'on pouvait tirer des biens immobiliers et qui ont créé aussi une sorte de spéculation et une hausse des prix qui pourrait être remis en cause. On va en parler. Malgré tout ça, pas que des mauvaises nouvelles, loin de là, je vais vous détailler. Qu'est-ce qui soutient le marché immobilier en France malgré tout, j'ai envie de dire? Ce sont, en fonction des années, les 70 à 80% des transactions qui sont faites pour des achats de résidence principale. Les gens qui achètent leur résidence principale mettent le prix. Donc vous comprenez que si vous achetez un bien immobilier et que vous le transformez à un moment ou un autre, même si vous l'avez loué et qu'en tout cas vous pouvez le vendre à quelqu'un pour une résidence principale, vous allez pouvoir sauvegarder votre prix de sortie. Donc ça c'est important d'avoir en tête. Alors c'est sûr que si vous prenez un logement, vous prenez un grand logement, vous le découpez en colocation, 7 personnes avec 7 chambres, 7 salles de bain et compagnie, vous n'allez pas le vendre en tant que résidence principale. Donc, vous voyez, il faut comprendre aussi ça, ce genre de choses. En fonction des choix qu'on va faire, on va plus ou moins se tirer une balle dans le pied au moment de la revente. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous donner un petit peu ces éléments. Autre point qui soutient les prix de l'immobilier vers le haut, ça j'en ai parlé déjà un petit peu, mais je vais vous le redire, c'est l'inflation. Les prix de tout augmentent, des salaires aussi, donc ça recharge la capacité d'emprunt. Alors, pour moi, il va y avoir un trou d'air au niveau des prix de l'immobilier. Grosso modo sur 2023, peut-être début 2024, on verra. On ne sait pas comment les choses se propagent. Tout va plus vite qu'avant maintenant, parce que l'information aussi se diffuse plus vite et tout ça. Donc avant, quand on constatait une baisse, il fallait 2 ans pour qu'elle s'installe bien. Maintenant, ça va plus vite, les gens font des choix plus vite, ont plus d'informations, ainsi de suite. Mais trou d'air durant 2023, parce que les banques vont moins prêter, parce que les gens ont peur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une baisse des prix dans de nombreux territoires pendant un certain temps et c'est quelque chose qui va pouvoir être positif en fait. Parce qu'il faut comprendre que la majorité des gens, en tout cas qui regardent cette chaîne, je vais parler pour les gens qui regardent cette chaîne, sont ce qu'on appelle des acheteurs nets. Grosso modo, si vous avez moins de 60 ans, vous êtes un acheteur net en immobilier, vous achetez plus que vous vendez. Du coup, c'est intéressant pour vous des prix qui sont à la baisse. Alors c'est vrai que là, si vous êtes dans des opérations de revente et que vous avez anticipé une hausse de l'immobilier pour cette année et finalement ça baisse un peu, vous êtes un peu déçu. Mais si vous avez votre bien immobilier depuis un certain temps, il a tellement augmenté en valeur, de toute façon, ce n'est pas forcément un drame. Donc les prix vont baisser, trou d'air 2023, peut-être plus, on verra. Ça va nous permettre d'avoir ce que j'appelle des biens immobiliers craqués. Ça va permettre aussi à des gens qui avaient un peu des difficultés à acheter, de pouvoir acheter parce qu'il y aura moins de concurrence. Il y a des gens qui vont abandonner l'immobilier. On aura des prix plus bas. Voilà, je pense que ça va être assez intéressant cette année 2023. Ça va être une année de crise comme on dit, mais si vous êtes là au poste, si vous êtes préparé, vous allez pouvoir gagner, c'est sûr. Les prix ne vont pas baisser partout. Par exemple, à Marseille, il faut comprendre une chose déjà, c'est que la baisse, elle est relative. Imaginons que les prix baissent partout en France, dans toutes les villes sans exception.
Mais tu vas avoir des villes qui vont se prendre un moins 10%, d'autres qui vont se prendre un moins 5%, d'autres peut-être qui vont se prendre un moins 15%. C'est possible. Mais si toi, tu as investi dans la ville à moins 5%, tu as beaucoup moins perdu. Et quand les prix vont réaugmenter, imaginons qu'ils augmentent de manière linéaire, ben voilà, partout pareil, ainsi de suite, plus 10% pour tout le monde, ben, tu auras gagné plus. Mais a priori, si ton prix a moins baissé, c'est que le territoire dans lequel tu as acheté, il est très attractif, donc il y a une probabilité que la hausse soit plus forte. Donc, les baisses, il y en aura dans beaucoup d'endroits. Je ne pense pas partout. Si on prend le cas de Marseille, je ne suis pas sûr que ça baisse. Il y a une telle demande, un tel afflux de personnes avec des profils particuliers, des personnes qui viennent d'autres grandes métropoles, avec des pouvoirs d'achat élevés et tout ça, que ce marché-là, je pense qu'il est assez bien préservé. Et si jamais il devait baisser, il baissera assez peu. Et le jour où ça repartira, il repartira très fort. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est que en fonction de vos choix, où est-ce que je vais investir, vous allez plus ou moins gagner au final. C'est très important. On n'investit pas forcément là où on habite. Si on devait raisonner de manière comme un athlète qui veut avoir la meilleure performance, ben, il y a 1, 2, 3 marchés en France qui sont bien meilleurs que les autres. C'est là qu'on devrait essayer d'investir. Bien sûr, si ce marché il est à l'autre bout de la France, peut-être vous n'allez pas y aller. Encore que là, en ce moment, c'est Marseille, c'est comme ça. Bon, ça tombe, c'est ma ville de naissance, c'est la ville où j'investis et tout ça, et c'est très bien. J'en suis très content. Mais si vous êtes de Paris, Marseille n'est pas très loin avec le TGV. Lyon, c'est pareil, et ainsi de suite. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens investissent à Marseille. Donc, vous, a priori, vous avez à 1 heure, 2 heures de chez vous un marché qui peut être performant. Vous devez le trouver. Voilà, c'est important. Tout ne baisse pas. Malgré tout, je vous dis, vive la baisse des prix. Ça va permettre à beaucoup de personnes qui étaient un petit peu dans la plainte d'une augmentation des prix trop rapide de prendre le train maintenant. Même si sincèrement, j'ai pas trop confiance en ce type de personnes parce que si pendant des années tu n'as pas acheté, là ça se met à baisser, tu vas trouver une autre excuse, tu vas dire ça baissera peut-être plus alors je ne l'ai pas acheté et tu n'achèteras jamais. Donc est-ce que vous devez acheter? C'était la question là en 2023. Oui, oui et oui. Moi, je n'ai pas de période où j'ai arrêté d'acheter. Zéro, nada, aucune. Et pourtant, j'ai commencé l'immobilier en 2009. 2009, c'était la suite de 2008, c'était la crise. J'ai commencé pendant le pire moment, avec des taux élevés, ainsi de suite. Même le livret A était à 4%, c'est pour vous dire quoi. C'était quand même une autre époque. Donc oui, oui et oui. Pourquoi? Vous savez, on dit souvent, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Ça, on le dit en bourse. C'est-à-dire, en gros, quand le prix d'une action baisse, ce n'est pas à ce moment-là qu'on achète. On attend que ça se stabilise, voire même que ça remonte pour acheter. On n'attrape pas un couteau qui tombe. Parce que si tu attrapes un couteau qui tombe, ben, tu peux te couper au passage. Mais en immobilier, c'est un petit peu faux. Pourquoi? Parce qu'il y a une inertie. Si tu veux attendre que le couteau finisse de tomber, bon, déjà, tu ne sais pas évidemment jusqu'où ça peut aller. Même si je vais vous parler un petit peu de pourquoi je pense que la baisse des prix, elle sera contenue de toute façon. Il y a beaucoup d'acteurs en fait qui ne veulent pas que ça baisse. Si les prix de l'immobilier baissent, les plus-values sont moins élevées, il y a moins d'impôts, il y a moins de travail, il y a moins de commissions au niveau des agences, il y a moins d'argent pour les travaux, ainsi de suite. Il y a moins d'impôts donc pour l'État. Voilà, donc comprenez ça. Donc il y a toute la société qui va faire en sorte que les prix ne baissent pas trop parce que c'est pénalisant pour tout le monde. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a presque 58% des Français qui sont propriétaires. Donc, il y a 58% des gens qui n'ont pas envie que les prix d'immobilier baissent. C'est important. Mais en immobilier, donc, on a des informations 6 mois après. Donc, si la baisse, ça commence maintenant, aujourd'hui, tu as les informations 6 mois après. Et évidemment, la baisse, pour que tu la sentes correctement, il faut qu'elle se passe pendant 6 mois, pendant 1 an, ainsi de suite. Donc, tu vas avoir des informations fiables presque 2 ans après le début de la baisse. Si tu dois attendre 2 ans, tu ne vas jamais rien faire dans ta vie. Parce que si tu avais acheté un bien immobilier à un bon prix, bah, tu pourrais déjà le mettre à louer. S'il est comme il faut, si tu sais l'exploiter correctement, tu auras déjà un cash flow et ainsi de suite. Ouais, le prix a peut-être baissé entre temps et le gars qui soi-disant achètera dans 2 ans, il pourra peut-être te narguer. Bah, moi, je l'ai payé 10% de moins que toi. Mais toi, tu as démarré, tu as fait du cash flow, ainsi de suite. Et personne ne sait jusqu'où ça va baisser, ça va monter. Donc, c'est pour ça qu'il faut acheter tout le temps en essayant de faire les meilleures affaires
possible, quoi qu'il arrive. Par contre, en 2023, je pense que vous allez avoir beaucoup plus de biens immobiliers craqués. Voilà. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo dédiée sur ça là d'ici peu de temps, tout début janvier là, dans quelques jours quoi. Les biens immobiliers craqués, grosso modo, ce sont des biens immobiliers où on peut avoir des prix qui sont avec 30% de réduction parce qu'il y a une situation très particulière au niveau du vendeur et pas mal de choses. Je vais vous détailler tout ça et ça va se multiplier ce nombre de possibilités, ce nombre d'occasions en 2023 et vous allez pouvoir en profiter. Donc ça veut dire que si vous avez un moins 30% sur le prix de votre bien immobilier, vous allez pouvoir acheter un bien avec une valeur qui est plus proche de la valeur moyenne qu'on pouvait constater, on va dire, en 2016 que la valeur moyenne qu'on constate en 2022-2023. Donc vous allez avoir vraiment une tonne d'opportunités qui vont arriver et je vais vous expliquer ça. Donc mes recommandations par rapport à la hausse, à la baisse des prix de l'immobilier, si vous faites de l'immobilier avec un horizon de 5 ans et que vous appliquez mes recommandations en termes d'achat, en termes de rendement, de cash flow, de rénovation, d'optimisation fiscale, et ainsi de suite, les recommandations vous les avez là en description dans le pack de formation gratuite. Donc regardez-les, vous pouvez y aller. À horizon 5 ans, vous n'allez pas vous planter. Vous pouvez y aller. Si vous avez un horizon de 10 ans, vous pouvez y aller encore plus. Pas de souci particulier. Si vous avez un horizon d'1 an ou 2, notamment parce que vous voulez faire de l'achat-revente, là, vous pouvez aussi y aller. Des gens vont gagner de l'argent avec de l'achat-revente, il n'y a pas de problème, mais vous devez être formé comme un professionnel. Vous n'achetez pas un bien immobilier pour le revendre tout de suite si vous n'êtes pas formé à 100%. C'est important. Donc, moi, je pense que de toute façon, la plupart d'entre vous ont un horizon qui dépasse les 5 ans et même peut-être beaucoup plus parce que souvent, ce qu'on veut, c'est avoir des biens immobiliers pour obtenir du cash flow et pour pouvoir en vivre. Et donc, votre horizon, je ne vais pas dire qu'il est infini parce qu'il n'est jamais infini puisque quand les biens augmentent en valeur, c'est bien d'en vendre quelques-uns pour recharger sa capacité d'emprunt et pour pouvoir continuer. Donc, vous allez revendre à un moment ou à un autre, mais puisque vous avez une volonté d'avoir une rente immobilière, cet horizon de 5 ans, je pense que vous l'avez largement. Et donc, moi, je vous conseillerais d'y aller quand même, quoi qu'il arrive. On va parler des modes d'exploitation et après, on va parler de la fiscalité. Ça aussi, c'est très important parce qu'il y a des changements en 2023 pour la fiscalité, mais d'abord, les modes d'exploitation. Vous avez vu, les réglementations sont de plus en plus grandes, l'encadrement des loyers commence à apparaître dans beaucoup de villes. On va parler aussi des colocations, des locations de courte durée et de l'achat-revente avec un focus spécifique sur ces 3 marchés qui vont bouger un petit peu en 2023 et plus. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est arrêtez de faire de la location de courte durée. Arrêtez de faire de la colocation. Arrêtez de faire de l'achat-revente. Là, vous vous dites, mais Romain, il a craqué là. Faites de l'immobilier. Vous ne faites pas de la location de courte durée. Vous ne faites pas de la colocation. Vous faites de l'immobilier. C'est-à-dire que la location de courte durée, c'est le mode d'exploitation dans votre projet immobilier. Vous avez d'abord votre phase d'achat, votre phase de financement, vous avez votre phase d'exploitation, mais vous avez votre fiscalité, vous avez votre revente. Voilà. Vous ne faites pas de la location de courte durée. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas extrême d'une personne qui fait de la location de courte durée, pas très rentable, mais s'il a acheté moins 30% que le prix du marché, s'il se démerde pour ne pas payer un centime d'impôt, s'il sait le revendre correctement, il gagnera peut-être plus d'argent que toi qui as acheté ton bien immobilier plus 20% parce qu'on t'a vendu un soi-disant truc clé en main, même si tu le loues très bien, pourquoi pas, et tu vas avoir une fiscalité élevée parce que les choses n'auront pas été réglées correctement et peut-être tu vas mal le revendre parce que tu ne sais pas faire les choses. Mais il va peut-être gagner plus que toi. Donc il faut comprendre que nous, on fait de l'immobilier et pas seulement un mode d'exploitation. Ça, je le dis, pourquoi? Parce que quand on débute, souvent on se focalise sur le mode d'exploitation. Puisque on se dit que c'est le mode d'exploitation qui nous permet d'avoir la rente, qui nous permet d'améliorer notre revenu, de vivre de l'immobilier et ainsi de suite. Ce qui n'est pas faux. Mais il y a l'ensemble. Donc pourquoi d'ailleurs j'ai commencé cette vidéo, qui commence à être longue d'ailleurs, avec le contexte économique, les financements et ainsi de suite, c'est parce que le mode d'exploitation n'est pas la seule chose et unique chose à prendre en compte.
Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Donc les réglementations en immobilier, les réglementations qui vont s'appliquer au mode d'exploitation vont être dans les années à venir de plus en plus grandes. On est dans un mouvement profond de réglementation de l'activité immobilière parce que aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que tout le monde investit en immobilier presque. Parce que les gens ont compris que la retraite, ça ne va pas se passer comme prévu. Les gens ont des salaires qui stagnent, donc ils veulent des revenus complémentaires. Il y a deux solutions si tu veux un revenu complémentaire. Soit tu fais plus d'heures au boulot, soit tu vas voir ton banquier, tu prends des sous, tu investis en immobilier, quoi. Alors il y a d'autres solutions bien sûr, mais voilà. Souvent, il vaut mieux aller voir le banquier et investir plutôt que faire plus d'heures au boulot. Des fois d'ailleurs les heures sup ne sont même pas payées, donc pourquoi pas. Donc beaucoup de gens investissent en immobilier. Donc massification dit besoin d'un encadrement. Et c'est ce qui se passe. Des dérives aussi peuvent apparaître. Multiplication des locations de courte durée dans certaines villes avec des quartiers où il n'y a plus que des locations de courte durée, c'est pas faux. Du coup, il y a de l'encadrement. Alors attention, on pourrait relativiser les choses. Par exemple à Marseille, c'est encore le cas, il y a très peu d'hôtels qui sont au top. Donc l'offre hôtelière, elle a été très faible. S'il n'y avait pas eu de location de courte durée à Marseille, Airbnb et compagnie, pour faire court, il n'y aurait jamais eu de l'explosion du tourisme. Où est-ce qu'on aurait mis tous les gens? Nulle part. Ce n'est pas dans les hôtels miteux du centre-ville avec des punaises de lit qu'on aurait mis toutes les personnes qui sont venues voir Marseille, par exemple, dernièrement. Donc il y a quand même un besoin qui est rempli, entre guillemets, on pourrait dire ça, par les investisseurs. Qu'est-ce qu'on fait nous? On fournit des logements pour les touristes, on rénove les logements pour les familles et ainsi de suite. Donc on a quand même une place qui est assez importante. Mais malgré tout, vous le voyez, on est des acteurs indépendants, entre guillemets. Tu vas acheter ton bien immobilier, tu le rénoves, tu mets un prix de loyer, tout ça. Ça ne plaît pas forcément trop à l'État qui encadre un petit peu les choses. Jusqu'à présent, c'était encadré par la fiscalité. On te prend une bonne partie de ce que tu gagnes, comme ça, c'est très bien. Tu travailles pour l'État, en fait, c'est ton premier employeur si on veut. Mais l'État, il a décidé un petit peu de réguler un petit peu plus ton activité. Alors, je dis l'État, mais vous comprenez bien qu'il y a des réglementations locales, ça peut être départemental, ça peut être communal et ainsi de suite. Donc là, la grande tendance, alors, avant de parler de l'option de courte durée, parce que ça c'est important pour tous, c'est l'encadrement des loyers en fait dans beaucoup de villes. Donc de plus en plus de villes vont se mettre à l'encadrement des loyers. Vous ne pourrez rien y faire. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc ça n'a rien de pleurer. Ce qu'il faut, c'est vous adapter en achetant au mieux et en comprenant comment les loyers vont être encadrés. Par exemple, mais ça, on peut le voir ensemble en étudiant votre marché, ainsi de suite. Mais je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Si on dit que dans telle ville, les prix du mètre carré sont de 15 euros. 15 euros le mètre carré, donc pour la location. Et que tu as fait que des studios de 20 mètres carrés. 300 euros par mois, le studio ne sera jamais rentable. Par contre, 15 euros du mètre carré sur un appartement de 100 mètres carrés qui n'est pas meublé, ça fait 1500. Peut-être que tu es rentable. Donc on va s'adapter, tout simplement. Cet exemple que je vous donne, je l'avais donné lors d'une webconférence mensuelle qu'on fait dans le cadre de la formation de Jiri à certains investisseurs qui commençaient à subir les encadrements de loyer pour qu'ils puissent se préparer. Et je me souviens d'un investisseur qui avait déjà constaté ça à Paris dans ses grands appartements à lui. Donc vous devez comprendre ce qui va se passer, rester à l'affût et vous adapter. Et aussi redoubler d'efforts pour acheter au meilleur prix, ça c'est toujours super important. Ce que je veux dire par là, c'est que des décisions vont s'appliquer sur vous et il va falloir s'adapter, il va falloir faire les choses et on n'a pas le choix que de faire avec. Il y a certaines personnes qui vont pleurer et dire « Oh, moi j'abandonne l'immobilier ou je ne sais pas quoi ». Tant mieux, il y en aura plus pour nous. Pas de problème. Laisse-nous faire, on va s'en occuper. Les locations de courte durée, je sais que ça vous intéresse énormément, moi-même j'adore ça. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo d'ailleurs pourquoi j'ai arrêté la location de courte durée en France et je commence maintenant à Maurice, là je suis en train de préparer ça. Donc la location de courte durée va être de plus en plus encadrée avec des encadrements qui vont s'abattre sur des villes de plus en plus petites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les villes de plus de 200 000 habitants, les mairies ont déjà pris des règlements contre
la location de courte durée. Par exemple, pas plus d'une location de courte durée par tête. Par exemple, si tu fais une SCI à l'IS, tu dois faire une compensation et ainsi de suite. Ville de 200 000 habitants. Au fur et à mesure des années qui vont passer, on va réduire. Ce sera les villes de 100 000, les villes de 50 000, ainsi de suite. Puis il y aura même des maires au bout d'un moment qui diront nous on ne veut pas de location de courte durée dans notre ville quoi. Alors peut-être pas jusque là parce que sinon ils ne vont pas être réélus. Mais ce que je veux dire par là c'est que ça va être encadré de plus en plus comme tout marché. Quand vous vous lancez dans un marché au début et que vous êtes parmi les premiers, c'est l'Eldorado et vous devez en profiter. Il y a toujours des Eldorado. Il y a un autre Eldorado en ce moment en immobilier qui existe. J'en parle dans le pack de formation et je vais faire une webconférence dans peu de temps où je vais vous parler de cet Eldorado là. Donc regardez au niveau du pack de formation, inscrivez-vous et vous recevrez un email pour pouvoir participer à cette webconférence qui sera privée et je vous parlerai de cet Eldorado. Il faut toujours être au moment où les choses démarrent pour gagner énormément. Ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on ne gagne plus d'argent en location de courte durée, loin de là, parce qu'un marché quand il est mature, après il se rééquilibre parce qu'il y a des gens qui abandonnent. Donc ça veut dire que vous avez un équilibre, vous avez une offre et une demande et puis d'un coup il y a des propriétaires qui disent ouais mais je ne gagne plus comme avant. Donc ils arrêtent de louer, on a moins d'appartements en location de courte durée, mais il y a toujours une demande qui est forte. Du coup, c'est les prix qui s'adaptent, qui augmentent. Donc, il y aura toujours de l'argent à faire dans chacun des marchés, que ce soit la courte durée, la coloc, ainsi de suite, sauf si c'est interdit dans votre ville ou tellement réglementé que vous pouvez avoir qu'un seul appartement. Mais ça aussi, ce n'est pas forcément un drame. Vous pouvez avoir une location de courte durée, des colocs, des stationnements, du parking, des bureaux, faire de l'achat-revente et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette partie en disant arrêtez de faire de la location de courte durée, arrêtez de faire de la colocation, faites de l'immobilier au sens large et pensez un parc que vous allez exploiter et vous allez pouvoir vous adapter. Mais bien sûr, pour faire ça, il vous faut les connaissances. Voilà, c'est important. On peut pas. Vous voyez, j'ai une manière d'aborder l'immobilier qui est structurée. C'est pas au hasard. Ok, on fait une courte durée, très bien. Ah bah ça marche. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant et tout. Non, non. On structure tout du début jusqu'à la fin. Sur les 5 années à venir et on fonce. Donc l'option de courte durée, en fait ça va être plus dur de commencer si vous voulez et vous pourrez en faire moins. Et on va moins voir de gars qui vont dire moi j'ai dit location de courte durée parce que ça sera interdit dans plein d'endroits même s'il y a des failles. Par contre, on va gagner plus par appartement parce qu'il y aura moins de concurrence. Donc c'est pas forcément mauvais. Tous ceux qui réussiront à faire de la location de courte durée seront entre guillemets assurés de gagner de l'argent si on veut en quelque sorte. Les colocations. Colocation, c'est un marché qui se porte bien mais qui est mature. Mature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une concurrence forte. Vous devez faire très attention à l'état de votre marché. Il y a des villes où c'est plus que mature, c'est voie de pourrissement. Donc il y a beaucoup d'offres et pour pouvoir louer, on baisse les prix ou on a plus de vacances locatives. Alors c'est sûr que quand tu as un appartement qui fait 80 mètres carrés et que tu as 4 chambres dedans, de toute façon, même si tu as un peu de vacances locatives et que tu baisses un peu les prix de tes chambres, tu es beaucoup plus rentable que si tu en avais fait une location de longue durée. Donc ça, il n'y a pas de doute et ça fonctionne. Mais vous devez quand même prendre en compte ça, c'est extrêmement important. Vérifiez l'offre dans votre ville, la demande, les niveaux de prestations que vous devez fournir. Mais voilà, on est toujours dans un marché qui est pas mal, mature, ok, propre, pas de soucis particuliers. Troisième point que je voulais voir avec vous cette année, c'est l'achat-revente. On est dans un moment de bascule, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on risque d'avoir ce trou d'air dont je vous ai parlé. Et peut-être que vous allez avoir des difficultés à vendre vos biens si vous ne les avez pas rénovés comme il faut, vous ne savez pas les vendre comme il faut et surtout vous ne les avez pas achetés au bon prix. Parce que difficulté à vendre un bien immobilier, ça ne veut rien dire. C'est à quel prix tu le vends. Si à 150 000 il ne part pas, à 130 il part. Mais si tu l'as acheté, par exemple, 100 000, que tu as fait des travaux, ainsi de suite, ça t'a coûté 140, tu ne peux pas le vendre à 130 sans perdre de l'argent. Donc ce qui est important, c'est le point d'entrée. À combien tu l'as acheté? Si tu l'as acheté vraiment pas cher, tu vas pouvoir, même si on a un trou d'air, faire une petite baisse de prix pour sortir de ton opération. Voilà. Donc ce que je veux vous dire par ces exemples-là, c'est qu'il faut maîtriser la chaîne de A à Z, comprendre toutes les implications pour pouvoir faire les choses correctement. Donc on n'a pas de grosse peur, on va dire, si ce n'est
cet encadrement des loyers qui va arriver petit à petit. Donc on a le temps de se préparer, mais il faut la comprendre, c'est nécessaire. Et on a quand même cet Eldorado là qui existe, dont je vais vous parler dans une webconférence. Regardez en description comme je vous disais. Et maintenant on va finir avec ce qui en général est le sujet préféré des Français, parce qu'on se fait taper sur les doigts régulièrement, c'est la fiscalité. Même si ça ne devrait pas être votre point de crispation numéro 1, parce qu'il faut d'abord acheter des biens à des bons prix, il faut bien les exploiter, il faut bien faire les travaux, ainsi de suite. Mais c'est vrai que quand on gère mal sa fiscalité, même si tu as tout fait bien, si d'un coup tu te retrouves avec un 41% d'imposition plus la CSG-CRDS, peu importe les chiffres que tu fais avec, il ne va plus rien te rester. Donc c'est important de faire attention à la fiscalité et de comprendre vraiment comment les choses se passent. Les points que j'aimerais aborder avec vous là, c'est la probable augmentation de l'impôt sur les sociétés avec un passage. Vous savez, vous avez un taux réduit de l'impôt sur les sociétés qui est à 15% jusqu'à 38 000 € et il pourrait passer à 25. Alors pourquoi je vous dis il pourrait passer? J'ai fait une vidéo là il y a quelques temps sur le passage de ce taux-là de 15 à 25%. Donc l'Assemblée nationale a dit OK. Le Sénat a dit stop. Quand est-ce qu'on aura la véritable réponse? Là, le 1er janvier. Donc cette vidéo elle sort le 2 janvier. Vous pensez bien, je ne l'ai pas tournée juste hier, je l'ai tournée quelques jours avant quand même. Donc on va avoir la réponse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une volonté de certaines personnes de faire monter l'IS. Qui a voulu faire monter l'IS? Pour le coup là, ce n'était pas le gouvernement. Si vous, moi je ne fais pas de politique, hein, mais peu importe qui a fait, hein, il faut savoir dire les choses. Donc là, ce n'était pas l'IS qui voulait faire, c'était pas le gouvernement qui voulait faire monter l'IS. C'est un amendement qui a été déposé et ça ne venait pas du gouvernement. Donc on verra ce qu'il en est. Si ça passe pas, tant mieux. A priori, ça veut dire que jusqu'à la fin de la mandature, on sera content. Mais ça peut vouloir dire que dans pas longtemps, dans quelques années, ça va sauter. On voit qu'il y a une sorte de volonté un peu de rééquilibrer entre l'impôt sur les sociétés qui était à 15% et qui était une niche très intéressante. Il y avait une grosse faille si on veut en quelque sorte. En gros, tu achetais avec une SCI à l'IS et tu allais avoir une imposition comprise entre 0 et 15% si tu n'avais pas plus de 38 000 € de résultats. Donc c'est pas mal, mais la faille elle était trop grosse parce que le LMNP était trop défavorisé et beaucoup de gens ont fait le mouvement que moi j'ai fait en 2016, donc ça commence à remonter maintenant, de passer tout de la détention en nom propre LMNP à l'IS. Ça fait maintenant 6 ans que je fais ça, quoi. Et c'est un peu ce qu'on constate en matière de fiscalité, c'est-à-dire que tu as les early adopters, les gars qui sont vraiment calés sur le sujet, et boum, 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 ils passent là où il faut aller tout de suite. Donc moi, j'ai fait ça en 2016. Et puis, petit à petit, l'information se répand. Et quelques années après, tu as des gars au fisc, hein, qui voient que d'un coup, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont passées de tel endroit à tel endroit, qui a par exemple de plus en plus de sociétés à l'IS qui logent juste quelques biens immobiliers et que ça rapporte un peu moins. Donc, on commence à émettre l'idée d'augmenter tel ou tel impôt. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que vous devez être un early adopter. Vous devez être parmi ces personnes qui font les mouvements en premier. Et c'est là que vous allez gagner beaucoup. Et là, on a un passage peut-être de 15 à 25%. Moi, je suis déjà en train de faire mes mouvements. C'est normal. Vous devez faire partie de ce genre de personnes. Malgré tout, moi, je reste sur la nécessité d'avoir un système de holding complet pour, donc holding, SCI, ADS. Après, si vous avez une activité commerciale, que votre activité commerciale soit reliée à votre holding. Si vous investissez avec d'autres personnes, que ce soit votre holding qui détient les parts et pas vous en tant que personne physique, ainsi de suite. Déjà parce que vous n'allez pas payer de CRG, CRDS, CSG, j'arrive jamais à le dire, CSG, CRDS, tant que vous êtes dans le cadre de l'IS. Si vous faites des achats-reventes, tout ça, vous avez un espoir d'avoir entre 15 et 25% d'imposition maximum, alors que si vous l'aviez fait en nom propre, vous aurez tout de suite un 36%. Et il n'y a pas que ça, il y a encore des tonnes d'applications. Vous savez, dès qu'on dépasse les 26 000 € par an, aujourd'hui on a la TMI à 30%. Si vous rajoutez la CSG-CRDS à 17,2%, vous comprenez bien que vous soyez à 15 ou 25% de JS, grosso modo, vous êtes toujours avantagé. Ça se discute un peu plus qu'avant si l'IS, donc en dessous de 38 000 € par an,
passer à 25 parce que le taux est plus élevé, parce qu'on a certains avantages lorsqu'on revend un bien qu'on détient en nom propre en LMNP et que là qui ne vont pas exister à l'IS. Ça se discute un peu plus effectivement, mais si vous avez la volonté de construire un patrimoine, de garder les biens un certain temps, voire même peut-être toute votre vie, et même de les revendre entre vos sociétés au fur et à mesure du temps, il y a tellement de choses à faire. Moi je donne toujours l'avantage à la fiscalité de l'IS aujourd'hui, même en 2023. Donc fiscalité cette année, on aura cette surprise là, puis on verra bien. Rien de foufou pour l'instant, mais ce que j'aimerais souligner par contre, c'est quelque chose de plus grave, c'est-à-dire la volonté d'aller chercher l'argent dans toutes les failles. Là par exemple, comment ils ont fait, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, je le réexplique très brièvement. Personne pensait qu'on allait toucher à l'IS, à la hausse. Pourquoi? Parce que tout le monde se disait, si tu fais monter l'IS, tu fais monter l'IS de toutes les sociétés en France, c'est très pénalisant, ça pose un problème. Donc comment ils ont fait pour essayer de faire monter cette IS de 15 à 25% sur les résultats en dessous de 38 000 euros? C'est qu'ils ont dit que ça concernerait que les sociétés à prépondérance immobilière. Donc comme ça, tu vises ces personnes-là qui ont utilisé les SCI à l'IS pour loger des biens immobiliers et pour payer moins d'impôts. Et c'était assez malin quand même. Et personne ne l'a vu venir. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est important. Là, on vient de faire une vidéo de prédiction. On ne pourra jamais prédire ce qui va se passer. Ne serait-ce parce qu'on n'a pas assez d'informations, parce qu'il y a toujours des surprises qui nous sortent de je ne sais où, voilà. Mais il faut savoir s'adapter. C'est ça qui est extrêmement important. Moi, j'adore penser ce qui pourrait se passer, de manière à ce que j'ai des scénarios préétablis et pouvoir les mettre en œuvre s'il se passe ce qui est prévu. Et si ce n'est pas le cas, tu réadaptes. Mais voilà, il faut le faire. C'est comme, vous savez, dans la self-défense. Dans la self-défense, on vous conseille de contrôler votre environnement. Imaginons que vous êtes dans un bar et que vous sentez que l'atmosphère commence à monter et que vous pouvez potentiellement vous faire agresser et que c'est le gars là-bas qui pourrait vous agresser. Vous vous dites que il faut anticiper. Ce gars, il avance sur moi. S'il avance sur moi et que je ne veux pas y aller, la sortie, elle est là, je peux y aller tout de suite, je me casse instantanément. Ou s'il avance trop vite, je prends la chaise, je lui mets dessus. Ou voilà. C'est-à-dire que vous allez faire 2-3 scénarios parce que vous avez des petits éléments là, qui vous laissent entendre que ce gars, il va vous en mettre une dans pas longtemps. Là, c'est pareil. Le fisc, il va vous en mettre une dans pas longtemps, c'est probable. Et la vie va nous en mettre quelques-unes dans pas longtemps, c'est sûr. Donc, on analyse avec tous les éléments là qu'on a vus ensemble. On essaye de voir, on met en place des plans. Parce que si vous ne mettez pas en place de plan, vous ne ferez rien. Si vous faites juste vous adapter au dernier moment, ainsi de suite, vous ne mettez pas en place de plan, il ne se passera rien, c'est sûr et certain. Et vous ne vous développerez jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire, de la préparer. J'espère qu'elle vous a donné des grosses billes pour comprendre les choses. Et j'ai essayé de faire des petites digressions à gauche, à droite pour vous donner plus d'éléments de compréhension. Si vous voulez en savoir plus, vous regardez dans la description, il y a le pack de formation. Mais surtout, il y a Jiri qui est réouvert depuis aujourd'hui et pour quelques jours seulement. Donc vous pouvez à nouveau adhérer à mon programme de formation en ligne. C'est le programme le plus complet en France. Je vous suis personnellement. Regardez juste en dessous. De toute façon, quoi qu'il arrive, que vous veniez à Jiri ou pas, vous avez le pack de formation gratuite qui vous attend. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans Jiri. Ciao tout le monde.